Hola amigos, bonjour, je suis vraiment très heureux de vous retrouver cette semaine. J'ai le grand plaisir de vous emmener à la découverte du sud du Chili. Le Chili, cette longue bande de terre qui s'étend sur près de 4300 km et qui compte le plus long littoral de la planète, est délimité à l'ouest par l'océan Pacifique et à l'est par la cordillère des Andes, dont le point culminant avoisine les 7000 mètres d'altitude. En descendant vers la Patagonie jusqu'aux îles Chiloé, je vous invite à découvrir cette région moins connue et je vais aussi m'intéresser aux peuples autochtones, aux Mapuche, en essayant de comprendre comment ils arrivent à faire perdurer à la fois leurs traditions et leurs coutumes ancestrales. Ça va être une quête très intéressante pour moi. Voilà, soyez donc les bienvenus au pays de l'Assado et du Condor majestueux. Bienvenue dans mes échappées belles. C'est une destination plutôt discrète. C'est pas un mythe du tout. Les gens sont vraiment accueillants et vont aider les étrangers, vont essayer de leur faire passer un meilleur moment. Et c'est une bonne chose. Mais qui mérite franchement le détour. Bienvenue au plus grand lac du Chili. Je ne m'en irai pour rien au monde. C'est un paradis. On n'a besoin de rien de plus dans la vie lorsqu'on a ça. Un sens de l'accueil élevé au rang d'art. Il y a des endroits dans le monde où je pensais que je serais toujours l'étrangère, mais il y a une intégration, une acceptation qui est super chouette. Une culture bien vivante. Je suis très fière de porter le nom de Mapuche. C'est très important pour moi. Je suis très fière d'avoir retrouvé mes racines, mon histoire, mon héritage. Notre communauté a été la première à accueillir les gringos. Et regarde, j'ai même un gendre gringo maintenant. Ce qu'on voit ici, ce sont des cuves qui s'inspirent des jarres utilisées autrefois pour faire du vin. On ne trouve qu'ici, dans cette bodega. C'est Don Pablo qui en a la paternité. Il n'y en a pas d'autre ailleurs au Chili. Jérôme Pitorin, Cascade au Chili en mode immersion. On est dans le cours d'eau du volcan. Ça va commencer à valser. Bravo à vous tous, c'est formidable! Christian? Jérôme, mon ami, bienvenue. Content de te voir, Christian. C'est tout ce que je sais dire en français. C'est déjà beaucoup. Bienvenue à Valparaíso Merci. et au Chili. Ah, je suis super content, c'est vraiment une grande joie pour moi d'être ici, dans cette ville aux mille couleurs, parce que c'est un peu ce qui caractérise ta ville quand même. Oui, c'est une ville très colorée, avec beaucoup d'art, des peintures de rue et un port de pêche aussi. C'est une ville vivante, commerciale. Historiquement, c'est le premier port d'Amérique. Avant la création du canal de Panama, c'était le passage obligé de l'Europe vers l'Asie et l'Amérique. Une grande partie de la richesse et ce qu'est devenu le pays vient de Valparaíso. Oui, puis c'est la ville qui a aussi pu profiter d'un métissage de culture avec justement tous ces commerces qui venaient de tous les pays. Exactement. Les nombreux migrants ont contribué à créer ce type de ville, qui a des influences de chaque coin du monde. Des influences italiennes, germaniques, britanniques, espagnoles. Il pouvait y avoir 1000 bateaux qui attendaient pour entrer, charger et décharger leur cargaison. À l'époque où c'était le port principal, le joyau du Pacifique. Ah, c'est une jolie formule. Et d'ailleurs, on parle du Pacifique, l'océan Pacifique qui est en face de nous. Et c'est de là d'où vient le fameux poisson que tu cuisines
dans ton restaurant, qui a fait ta réputation aussi. Oui, je viens d'une famille de pêcheurs. Mon père, mon oncle, mon cousin sont des pêcheurs. Ils naviguent juste à côté et j'en profite pour mon restaurant. C'est grâce à leurs délicieux poissons que j'ai bâti ma réputation de chef. Regarde, la première chose que tu vois ici est cet impressionnant manoir, le palais Baburitsa. Il appartenait à Pascual Baburitsa, un marchand de salpêtre très important dans le pays à l'époque. Il était croate. C'est vraiment très étonnant, on se croirait pas en Amérique du Sud là, quand on voit ce bâtiment-là. Incroyable. Vraiment, ce qui fait la particularité de Valparaiso, au-delà de ces maisons colorées, ce sont toutes ces fresques murales qui sont juste insensées. Il y en a partout, quoi. C'est un musée à ciel ouvert, cette ville. L'art est partout dans l'air, dans ce qu'on ressent, ce qu'on respire. Les peintures murales, les maisons, la vue, c'est très beau. On est dans quel cerro ici, de quel quartier? On est dans le Cerro Alegre. Avant, c'est ici que les hommes riches venaient passer du bon temps. Ici, d'accord. Ok, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Très bien. On arrive dans un endroit appelé Paseo Atkinson. Atkinson. C'est britannique, ça? Oui, britannique. C'est ici que les premiers migrants anglais se sont installés. C'était surtout des commerçants de salpêtre. Le salpêtre qu'on appelait l'or blanc du monde. Donc beaucoup de familles très riches sont venues au Chili. Les maisons ici ont un style très particulier, qu'on retrouve aussi aux États-Unis. Elles sont très hautes, car elles sont fabriquées à partir du bois des bateaux européens. Ils récupéraient les planches telles quelles. D'accord. La historia de tus cerros, jugando al volante, Valparaíso, Puerto Principal. C'est chouette ça. Hein? Son blancas margaritas. Tu connais ça? Voilà. Qu'est-ce qu'il chante? C'est comme un hymne à la ville. C'est la chanson de tous les cerros. Muchas gracias. Muy bien. Dans l'imaginaire collectif, le nom de Valparaiso résonne comme une invitation au voyage. Une ville-monde qui magnétise ses visiteurs. Même si la cité portuaire vit une période de déclin depuis que le canal de Panama capte le trafic maritime de la région, le joyau du Pacifique continue d'exercer sa force d'attraction sur les voyageurs. Symbole de cette mutation, dans le quartier du port de commerce, les tavernes laissent peu à peu la place aux auberges de jeunesse. Bonjour, comment ça va? Ça va. Enchanté. Enchanté. C'est votre première fois à Valparaiso? Oui. Alors, ici, j'ai une petite carte pour vous. Pour commencer, vous devez savoir où nous sommes. Nous sommes ici, au début d'une colline qui s'appelle le Cerro Concepción. Paul Perrier connaît la ville sur le bout des doigts. Ce Français a ouvert son établissement il y a 10 ans
et depuis, il y voit défiler le monde entier. Ça fait 2 semaines qu'on se balade à travers le Chili. Et tous les gens qu'on a croisés au cours de notre voyage sont passés par ici. C'est facile d'y venir et c'est un bon point de départ pour bouger ailleurs. Paul a découvert la ville lors d'un voyage en famille en 2007. Il en a tellement aimé l'atmosphère qu'il a décidé de venir y tenter sa chance quelques années plus tard. Ce qui m'a plu, surtout, c'est les gens t'accueillent. On t'aide à venir t'installer. C'est pas si compliqué que ça, en tant qu'étranger, de pouvoir s'installer. C'est pas un mythe du tout. Les gens sont vraiment accueillants et vont aider les étrangers, vont essayer de leur faire passer un meilleur moment. Et c'est une bonne chose. Une tradition d'hospitalité qui trouve ses racines dans l'histoire de la ville et dans les vagues d'immigration qui se sont succédées du 19e au début du 20e siècle. Salut. Ça va? Ça va. Tu es en train de faire? La révision du camion. Super, tout bien? Parfait. Super. Je serai en haut. Andrés Ibaceta dirige la 5e compagnie de pompiers de Valparaiso, plus connue ici sous le nom de Pompe France. Bon, ici, vous êtes à la caserne de la Pompe France de Valparaiso. La Pompe France de Valparaiso, c'est une compagnie de pompiers qui a été fondée par 120 Français qui ont vécu à Valparaiso l'année 1856. Et jusqu'à aujourd'hui, nous respectons ça, nous respectons notre fondateur. Et c'est pour ça que nous sommes une compagnie française. Nous sommes reconnus par le gouvernement français et par l'ambassade française de la France ici au Chili comme l'entité française la plus ancienne de l'Amérique latine. En 163 années d'histoire, les liens ne se sont jamais rompus entre la France et cette caserne du bout du monde. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a plein de Chiliens ici. Moi, je suis chilien, mais nous respectons le drapeau français comme si c'était notre pays. Et c'est pour ça qu'ici, dans la caserne, vous pouvez voir plein de choses de France. La Pompe France n'est pas une exception. Au milieu du 19e siècle, chaque communauté a créé sa compagnie de pompiers et la ville compte aujourd'hui encore une vingtaine de casernes rattachées à ses multiples diasporas. Si l'immigration massive des Européens s'est tarie, le pouvoir d'attraction de Valparaiso ne s'est pas estompé pour autant. Thierry Defer est sans doute le Français le plus connu des porteños, les habitants de Valparaiso. Cet artiste s'est installé il y a 20 ans et on trouve désormais ses gravures aux 4 coins de la ville. L'inspiration, il la trouve en traversant la rue. Ça n'a pas été le port qui m'a impressionné en premier, ça a été les gens qui travaillaient pour le port, qui travaillaient dans le port, dans les avenues parallèles au port. Parce que c'est un port industriel, c'est-à-dire il y a des chargements, des déchargements quotidiens et tous ces travailleurs sont l'âme profonde du port. C'est d'ailleurs pour ça que je dessine la vie active du port et de ses environs. Son sujet de prédilection, ce sont les petits métiers, la vie quotidienne des habitants du port. Ça fait plaisir de te voir, Thierry. Lauro nous a dessiné. Il passe ses journées à observer, à croquer les scènes du quotidien avant de les graver. Là, c'est Esteban, mon frère. Et là, c'est moi. Le travail de Lauro, c'est un travail très simple. Il réussit à capter l'essence de la personne. Il décèle son charisme. Il retranscrit l'énergie du groupe en train de travailler. Et nous, ça nous a émus. Fidèle à sa réputation, la 2e ville chilienne continue d'ensorceler les étrangers de passage et le sens de l'accueil de ses habitants y est pour beaucoup. Il y a un comité d'accueil ici, hein. C'est incroyable. Là, nous sommes à Catela Portales, le plus important marché aux poissons de Valparaiso. On y trouve surtout du congre. Là, il y en a.
Fais voir. Ah ouais. Voici le congre. Donc ça, le congre, c'est le poisson que tu utilises pour ta recette signature. Tu l'utilises parce que c'est une spécialité vraiment de Valparaiso? Oui, le caldillo de congrillo est une spécialité d'ici, mais aussi de tout le Chili. Ah oui. C'est un peu comme la bouillabaisse. Avec un seul poisson. Oui, avec un seul poisson. C'est un plat très fameux. Pablo Neruda a écrit un poème dessus. Ben alors moi on connaît le congre en France, je crois qu'on en a, je me semble c'est en Méditerranée. Mais chez nous il est noir, c'est pas du tout la même variété finalement. Ça, c'est du congre doré. Il est plus grand, plus riche, plus ferme et plus savoureux. Il peut faire jusqu'à 2 mètres, 2 mètres et demi. Donc là tu vas faire livrer tout ça au restaurant? Oui, oui. On fait un petit tour? Oui, marchons un peu sur le port. Là, tu vois, on jette toutes les carcasses de poissons qui restent, sorties des filets ou du port, pour nourrir les animaux de compagnie qui se trouvent en dessous. Ah, mais non, les lions de mer, génial. J'avais jamais vu ça comme ça, près du port, comme ça. Oui, c'est insolite. Mais c'est le meilleur endroit pour eux, c'est le meilleur endroit. Ils se battent, hein. Et ils mangent bien à la cantine, ils sont énormes. Hein. Oui, ils sont bien potelés. Alors tu m'as pas expliqué pourquoi tu étais aussi passionné par ce milieu de la pêche. Toi, c'est un métier qui t'aurait plu, par exemple? Oui, j'aurais adoré être pêcheur comme mon père. Mais mon père ne voulait pas. Mais je reste lié à la pêche autrement, par le respect du produit. C'est ce que j'ai appris avec mon père, mon oncle. Et la manière que j'ai de rendre hommage à ma famille et de préparer des plats délicieux, copieux, sans gaspillage. Ouais, c'est une très belle façon de leur rendre hommage, en fait. J'avais déjà envie de goûter ta spécialité, mais alors là, encore plus. On va prendre le trolley pour aller dans la ville. Ah ouais, super. Bonne idée. Hola, señor. Gracias. Ce sont des Mapuches, c'est ça? Oui. Hola. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Ah ouais. Et toi? Vous vous connaissez? Mais tout le monde connaît Christian dans le quartier. Hein. C'est un voisin. On le connaît, oui. Et vous êtes en train de faire une fresque sur quoi? C'est quoi le thème? Je travaille sur une fresque murale qui a pour thème la musique britannique. Parce que c'est un bar anglais. Ah ok. En plein cœur de Valparaiso. Là on a Freddie Mercury et Amy Winehouse, d'accord. À Valparaiso, il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans le reste du Chili. Ici, les gens savent apprécier ce type d'art. Par exemple, j'ai fait cette fresque là-bas. C'est génial. Les visages des Mapuches, c'est une volonté de ta part de raconter quelque chose à travers leur histoire? Pour moi, l'importance du peuple mapuche tient au fait qu'ils ont lutté pour récupérer et conserver un territoire. Et par ce style ethnique, je représente beaucoup ce thème de la résistance. Donc c'est un hommage, une reconnaissance pour les Mapuches finalement. Ça me plaît de penser que ces fresques permettent aux gens qui marchent dans la rue, élèvent le regard, de se reconnecter à leurs origines. Les fresques ont toujours eu aussi une dimension sociale, une dimension de lutte. Oui, par exemple, sous Pinochet, les contestataires peignaient des messages sur les murs au risque d'être tués par les militaires.
Tous les opposants au régime, ouais, finalement. Évidemment, ma grand-mère ne voulait pas que je peigne, de peur qu'il m'arrive quelque chose. Ça a été difficile de faire comprendre à ma famille ce que je faisais. Avant, c'était de la propagande politique. Aujourd'hui, c'est de l'art. Bravo. Qu'est-ce que l'on voulait? Artiste. Doika, pour Doika et Doika. Tu as une vue directement sur le port, là, sur la ville. Hola, buenas. Alors. Et oui, je comprends mieux pourquoi ça s'appelle le circulaire, le circular. Ici, dans mon restaurant, viennent les touristes, mais aussi mes voisins, ma famille. Tu as de la famille? Si, ma famille est là. C'est vrai? Il y a mon père. Ah. Le congre, ce qui est bien avec, c'est qu'il a plein de parties que l'on peut cuisiner. La passion du poisson, c'est ton papa qui te l'a donné, ta famille, d'après ce que j'ai compris. Mais cette passion de la cuisine, de faire ce métier-là? Dans ma famille, je suis celui qui a toujours voulu le plus apprendre. Le caldillo de congrio est le premier plat que j'ai cuisiné. J'avais 15 ans. Au final, j'ai envie de cuisiner, car quand tu as des produits frais, tu sais comment les travailler, à quoi ils servent. C'est passionnant. Je vivais seul avec des femmes, mes 2 sœurs, ma mère, ma grand-mère, mes tantes, pendant que mon père et mon oncle étaient en mer. Alors, j'étais un peu le roi de la maison. Ah. Oh là là. Oh là là. Mon Dieu. C'est une énorme portion. Déjà, ça se dévore avec les yeux, parce que c'est très appétissant. Je vois où est le secret. C'est vraiment ce bouillon. Ah. C'est un vin de la région. C'est un vin qui vient de Casablanca. C'est une petite production. C'est un couple d'amis qui gère cette production. Ils ont décidé de l'appeler Big Fish pour lui donner un nom emblématique. Donc là, finalement, je déguste ta spécialité au poisson, au congre, en buvant un vin qui s'appelle le gros poisson. C'est ça. Poisson, poisson. Je te remercie beaucoup, Christian. Merci. Parce que je trouve que cette ville a beaucoup de charme et j'ai aimé la façon dont tu me l'as raconté, en fait. Tu me l'as fait découvrir et je sais pas, je me sens bien ici. Et en plus, voilà, on finit en beauté avec ta spécialité qui est délicieuse. Et je trinque à ta santé et à Valparaiso. Merci à toi. À 40 km au sud de Valparaiso s'ouvre la vallée de Casablanca. La fraîcheur de l'océan qui s'engouffre jusqu'ici plonge chaque jour le paysage dans une brume qui se dissipe avant midi, dévoilant une vallée couverte de vignes. Ici, hémisphère sud oblige, les vendanges ont lieu entre fin mars et début avril. Je goûte ces grains pour évaluer le sucre et la maturité du raisin pour savoir si on peut le récolter. C'est pour ça que je goûte. Dans cette parcelle, le premier secteur qu'on a planté, c'est celui où la machine est en train de récolter. Ce sont des plantations qui datent de 2005, 2005-2004. Et celle-là là-bas, elle date de 2020. Et on en a d'autres par là-bas qui datent de 2021. Pas de vieilles vignes sur ces coteaux. À Casablanca, l'histoire du vin est récente. Cet homme peut même la dater très précisément. C'est un Sauvignon vert qui appartenait à la première vigne plantée dans cette vallée. C'était en 1982. Si aujourd'hui la vallée de Casablanca est connue des amateurs de vin du monde entier, c'est bien grâce à Pablo Morande. Dans les années 80, le Chili ne produit que du vin rouge et les Américains veulent du blanc.
Le jeune vigneron est chargé par un grand vignoble d'explorer le pays à la recherche d'une zone plus fraîche où planter du chardonnay. J'ai mis 1 an à explorer tout le Chili et je suis arrivé ici, à Casablanca. À cette époque, on ne savait rien. Il n'y avait aucune information. Il n'y avait pas de relevé satellite. Il n'y avait pas de statistiques climatiques. Donc j'ai dû passer 1 an à tout observer. Observer la croissance des arbres, par exemple. Je me suis rendu compte que tout ce qui poussait dans cette vallée poussait 1 mois plus tard qu'à Santiago. 1 mois de retard, ça suffisait à savoir que le climat était plus frais ici. Le jeune Morandé venait de découvrir l'influence de cette fameuse brume marine et sa capacité à refroidir la vallée. Au début, l'entreprise pour qui je travaillais n'a pas cru en ma conclusion. Mes supérieurs m'ont traité de fou, de rêveur. En réalité, Pablo Morandé est un pionnier. Il plante ses propres vignes et en quelques années produit des vins qui révolutionnent la viticulture chilienne. À sa suite, des dizaines de vignobles lui emboîtent le pas. La vallée se couvre de vignes. 5000 hectares sont plantés en 40 ans. Mais Don Pablo, comme l'appellent ses employés, reste une figure à part. C'est le découvreur de la vallée, le visionnaire. Dans son chai, on ne cesse jamais d'innover. Ce qu'on voit ici, ce sont des cuves qui s'inspirent des jarres utilisées autrefois pour faire du vin. Don Pablo, le patron, voulait reproduire la forme de ces jarres en argile pour ces cuves. Elles font 12 000 litres, elles sont en béton recouvert d'époxy. On ne trouve qu'ici, dans cette bodega. C'est Don Pablo qui en a la paternité. Il n'y en a pas d'autre ailleurs au Chili. Le meilleur moyen d'apprécier le côté novateur du domaine, c'est de se rendre dans son espace dégustation. Ces 2 étudiants français terminent une journée œnotouristique à travers la vallée. Bienvenue à la Bodega Srey. Alors les gars, on va commencer la dégustation avec un chardonnay noir. Il est composé à 60% de chardonnay et à 40% de pinot noir. Chardonnay noir, même les noms des cépages sont réinventés. Je sens que c'est pas que du chardonnay. Même s'il est moins, il est un peu moins liquoreux, un peu. Mais... Super bon. Ah, bon. Ah ouais, c'est bon bien. Vous connaissez un petit peu les vins du Chili, on sait qu'en Amérique du Sud, c'est clairement le pays, si on veut aller voir un peu, boire des bons vins en Amérique latine. Mais on ne pensait pas qu'il y avait une richesse peut-être aussi grosse, autant de diversité au niveau des vins ici. Ouais, non, c'est pas mal du tout. C'est cool, on est content d'être venu ici. Ouais. Le grand défi de Pablo Morandé, l'homme qui a changé le destin de la vallée, c'est adapter la monoculture de la vigne à la baisse de la ressource en eau dans une région déjà confrontée à une sécheresse sans précédent. Hey, Jérôme, je peux rentrer? Vas-y. C'est par là. Super. Et voilà. Salut Jérôme. Salut François. Comment vas-tu? Seigneur François. Bienvenue. Merci. Bienvenue à Francourt. Quelle belle vallée, je suis arrivé là, j'en ai pris plein les yeux. Cette végétation, ces magnifiques montagnes. Et j'ai aperçu au fond là le cône d'un volcan, avec un peu de neige. Comment ça s'appelle? Volcan Lanín. Lanín. C'est le plus haut de la région. C'est la tête de la région. Je sais qu'on est sur un territoire, c'est un village mapuche ici. Hein? C'est un lof, une communauté. Communauté, d'accord. Ils appellent ça. C'est à peu près 95 familles qui vivent sur un peu plus de 200 hectares.
C'est un peuple qui est là depuis très longtemps. À Curahué, on a retrouvé des traces de gens qui vivaient ici il y a 800 ans, Mapuche. Ok, donc bien avant l'arrivée des colons espagnols. Bien avant l'arrivée des très bien. On est sur leur terre. C'est ça. Très bien. Et donc là, c'est petit gîte en tout cas pour accueillir des gens comme moi de passage. Exactement, c'est des cabañas qu'ils appellent des maisons en bois typiques du sud chilien. Je vais faire mon curieux. Hein. Et toutes les commodités là. Ah, c'est chouette. J'aime beaucoup cet endroit. Ouais. Jérôme, j'aimerais te présenter Benita, une belle maman, qui est une excellente cuisinière et qui est la maîtresse de maison. Ok. Allons la voir. On va aller voir alors. Donc là, dans le périmètre, toutes les maisons qu'on voit, ce sont les maisons des frères ou sœurs de ta femme. C'est ça. Tout ce terrain, c'est appartient en fait à mon beau-père et à ma belle-mère. Sa maison est là-bas et toutes les maisons qu'il y a autour, ce sont les enfants. Et ça fait combien de temps que tu vis ici, toi? Moi, ça fait bientôt 8 ans. Ah oui. Ah oui, donc t'es intégré, ça y est. Ouais, quand même. Et donc toi, tu es marié avec une Mapuche? On n'est pas mariés, mariés, mais disons que c'est comme si, avec notre petite fille... Ah, vous avez une petite puce. Qui a quel âge? Qui a bientôt 7 ans. Et qui s'appelle? Ça s'appelle Clarisse Quillen. Clarisse Quillen, d'accord. Je te présente Benita Panguilef. Encantado, Benita. Oh, on peut se serrer la main, pas de souci. Hola. Hola. Ravi d'être là. Merci de m'accueillir ici dans la communauté. Merci d'être venu nous voir dans notre communauté. Et alors François m'expliquait que c'est vous qui tenez le restaurant, c'est vous qui faites les spécialités Mapuche, c'est ça? Oui, ça fait 12 ans que nous proposons nos spécialités culinaires aux gringos. C'est notre fils Pablo qui nous a incités à nous lancer dans le tourisme. D'accord. Il a eu cette idée à la suite d'un voyage en Europe. Mais au début, tout le monde ici n'était pas pour. Moi si. Mais mon mari, lui, il n'y croyait pas du tout. Ah. Car il pensait que nos traditions mapuches n'intéresseraient pas les gringos. La preuve que non. Est-ce que le fait d'ouvrir les portes physiquement de la communauté, ici de laisser venir des étrangers, alors quand je dis étrangers, ça peut être aussi des Chiliens qui ne sont pas mapuches finalement, est-ce que c'était une décision difficile à prendre? Notre communauté a été la première à accueillir les gringos. Et pour cela, nous avons été beaucoup critiqués. Certains disaient même que nous étions des vendus. Ce qui n'était pas le cas, bien sûr. Non. Au final, tous ces gens qui nous critiquaient font tous le même travail que nous aujourd'hui. Et regarde, j'ai même un gendre gringo maintenant. Eh oui, muchas gracias, Benita. À plus tard, hasta pronto. Et je suis impatient de goûter votre cuisine. Les mèches de lichen là, qui viennent un peu coiffer les troncs, les branches des arbres. C'est particulier, hein, c'est beau, c'est magnifique. Ça s'appelle comment ça? Ici, il l'appelle la barbita del viejo, la barbe de l'ancien. Et c'est un lichen qui est... en fait, c'est un indicateur de pureté de l'air. Là où il y en a, ça veut dire que l'air est sain, il n'y a pas de dioxyde de carbone, il n'y a pas de pollution. Donc, on est plutôt pas mal, a priori. Tu as l'air de bien t'y connaître en botanique. Ça te passionne? C'est quelque chose qui te plaît depuis longtemps, ça? J'aime ça. J'aime la nature. Ouais. Et tu t'es retrouvé comment ici au Chili? Alors, tu m'as pas expliqué qu'est-ce qui t'avait amené ici? Je suis venu ici pour finir mes études de géographie. Ah. Je suis arrivé là pour travailler avec une ONG sur la gestion environnementale en fait, dans l'Araucanie andine. Et c'est comme ça que, en rencontrant les gens d'ici, on est arrivé à des projets concrets, comme la construction d'un réseau de tourisme communautaire ou la construction de sentiers de randonnée. Ok, d'accord. Les Andes de l'Araucanie, c'est un espace qui est classé par l'UNESCO comme réserve de biosphère depuis 2010. C'est quoi l'essence d'arbre là qu'on a ici là?
qui ressemble un peu à un cactus, mais ça a plutôt l'air aussi avec un tronc de, je sais pas, de résineux, non? C'est un résineux. On l'appelle l'Araucaria araucana. Araucaria. Araucaria. C'est un arbre qui donne une graine et la femelle donne le pignon. Donc c'est dans une pomme de pin. Hein. Et c'est avec le vent et aussi les différents animaux qui viennent la manger, comme le chorroy. Il tombe naturellement et c'est à ce moment-là qu'on le récolte au sol. D'accord, donc ça c'est la graine, donc ça se mange, tu me disais? Ça se mange, oui. Ça fait un gros pignon. C'est ça. Guillo Mapuzungu. D'accord. Et qui a été le moyen de subsistance des gens qui vivaient ici pendant de nombreuses années, et ça allait encore. Il faut que tu te rendes compte que c'est un arbre qui est depuis 250 millions d'années sur la Terre. Donc ça veut dire que notamment les dinosaures mangeaient des pignons. Ça me fait penser à la châtaigne en fait. Ça ressemble un peu. C'est là que ça monte. C'est parti. Cascade. Cascade. Ça y est, Jérôme. On sort de la forêt. Regardez-moi ça, il se dévoile à nous. On est à 1600 mètres, c'est la limite d'altitude des Araucaria. La rupture, elle est nette. Hein. Elle est nette, c'est incroyable, ouais. Qu'est-ce que c'est beau. Chouette, hein. L'Anine, le plus haut stratovolcan de la région, c'est 3883 mètres. Karlafkin. Et voilà la Laguna Verde. Un petit point d'eau là. Est-ce que ça te dit qu'on s'arrête boire un maté pour observer un petit peu la lagune? Ah oui, très bien. Profiter un petit peu de la vue. Le point de vue, et on s'attend pas à ça. Hein. Donc petit maté. Ah ben, je sais pas si tu connais cette boisson locale. Les Chiliens, les Argentins en sont hyper fans. Absolument. Puis j'ai amené un petit truc à manger aussi pour accompagner le maté. C'est local. C'est pas facile à trouver. Hein. Un truc local? C'est un petit foie gras. Quoi? Du coin. C'est quoi cette blague? Mais oui, c'est vrai en plus. Mais c'est fait où, tu dis? C'est fait à Trancurra. C'est fait à la maison. On est producteur de canard avec ma compagne. Écoute, là, on m'avait dit que j'allais manger du foie gras en face du volcan sur la cordillère des Andes. J'aurais pas cru en fait. Bon, j'ai pas amené le frigo, il sera pas au top de frais, mais... On va le boire, c'est pas grave, on va le boire. On n'a qu'à faire ça. Il est un peu tiède notre maté. Ouais, c'est un peu amer, mais en tout cas, il y a des jolies choses à mater. Regarde, ça, pour le paysage est sublime. On est pas mal. Bon, on se le goûte, ce foie gras, quand même. Est-ce qu'on sait faire du foie gras au Chili? Bah, franchement, c'est pas mal. Il manque un petit peu de fleur de sel, tu vois. Mais on retrouve le goût du foie gras, il n'y a pas de doute, là. Hein. La région de l'Araucanie, c'est le berceau des Mapuches au Chili. Ici, la plupart des habitants descendent de ce peuple autochtone qui a longtemps résisté aux Espagnols. La commune de Lautaro doit d'ailleurs son nom à un fameux chef de guerre du XVIe siècle. Si la lutte armée est aujourd'hui en sourdine, une partie de la communauté Mapuche s'est engagée dans un combat farouche pour faire vivre sa culture longtemps opprimée. Je m'appelle Rosa Godoy Rineo. J'appartiens à la communauté Mapuche. Ma communauté s'appelle Juan Batista Rineo. Je suis très fière de porter le nom de Mapuche. C'est très important pour moi. Je suis très fière d'avoir retrouvé mes racines, mon histoire, mon héritage. Notre langue, le tissage mapuche, c'est ma passion, c'est en moi. Depuis 5 ans, Señora Rosita, comme tout le monde l'appelle, est employée par le jardin d'enfants de la ville pour transmettre aux petits les bases de la civilisation mapuche. Un début de reconnaissance pour cette communauté qui représente entre 5 et 10% des habitants du pays. Une petite révolution au Chili.
Voici mon drapeau. C'est le drapeau de cœur des Mapuches. Ici, ça représente le ciel. Ça, c'est la nature. Et ça, le sang versé quand les Espagnols sont venus nous coloniser. Il ne faut pas oublier que nos ancêtres étaient les premiers ici. Quand j'ai planté mon premier drapeau en arrivant, j'ai ressenti une grande fierté au fond de mon cœur. Ça me rend très heureuse, très très heureuse. Désormais, chaque début de semaine commence par la cérémonie de la rogativa. Devant le maquis, l'arbre médecine, on réclame aux esprits d'accorder à tous la bonne santé. Rosita est ce que l'on appelle une éducatrice de langue et de culture indigène. Son but, distiller chaque jour les éléments de la tradition mapuche aux enfants du centre, qu'ils soient ou non d'ascendance autochtone. Bonjour, bonjour. Ça, c'est du bois. Et ça, c'est un pétale. Tout ça, ce sont des jeux avec lesquels tu peux jouer. Une feuille. Au programme, comptine en mapudungun, la langue des Mapuches, mais surtout familiarisation avec les éléments de la culture indigène. Les éléments avec lesquels les enfants jouent, tout cela vient de la campagne. On travaille beaucoup avec la nature. On travaille avec les 4 saisons de l'année. C'est la mission que je remplis ici. Parce que chez les Mapuches, prendre soin de la nature est quelque chose de très important. Aujourd'hui, en Araucanie, ils sont 37 éducateurs en langue et culture indigène comme Rosita. Après des siècles de marginalisation économique, politique et culturelle, un nouveau chapitre semble s'écrire pour la communauté mapuche. Salut François. Salut Jérôme. Ça va, t'es en train de t'amuser? Ouais, je m'occupe des cochons. Bon, on a un beau comité d'accueil là. Hein. Termine. Bien dormi? Super bien, comme un bébé mapuche. J'ai vu que tu élevais des ibis aussi, j'ai vu dans le champ. C'est ça, t'es des ibis? C'est des ibis. Ouais, c'est avec ce bec comme ça. Banduria, ça s'appelle ici. Ou Raki en mapudungun, en mapuche. Bon, ils sont où ces canards qu'on aille voir ça? On va voir les canards? Ouais. Allez, c'est par là. Donc ça, c'est ta maison? Ça, c'est ma maison, ouais. On va voir si on trouve la fermière. Ah, la fermière est par ici aussi? Ouais, par là. Ah, bah, je serais ravi de la rencontrer. Hola, Fabiola. Hola. Bonjour. Mucho gusto, encantado. Comment estás? Muy bien. Très bien, et toi? Bien, merci. Très très bien. Donc il m'explique un petit peu le principe avec la ferme, les canards. Ça, c'est un projet que vous avez eu conjointement. Il y en a un des deux qui était à l'origine plus particulièrement de ce projet. À la base, on avait pris 10 canards pour faire plaisir à notre petite Clarisse. Ça nous a plu et on a décidé avec François d'en faire un élevage pour subvenir à nos besoins. Et le terrain marécageux s'y prête parfaitement. Donc ça a commencé juste comme ça et finalement c'est devenu une idée qui a germé. Finalement, ce qu'on fait là, on reproduit le travail d'une petite ferme du Limousin, à Bujaleuf, mais on reproduit exactement ce qu'il m'a enseigné. D'accord.
Et alors, il n'y a pas beaucoup de canards ici au Chili, là. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur les cartes des restaurants. Non, ce n'est pas commun de voir du canard sur les menus des restaurants. Mais depuis peu, on a la chance que certains restaurateurs s'y intéressent. D'accord, très bien. Oh, il y a les tout petits poussins là, ils sont trop mignons. Tout le monde est dans les starting blocks là. Ouais. Ouh là 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 là. C'est l'heure de la sortie. Donc à partir de ce moment-là, ils sont en liberté toute l'après-midi. Ils sont dehors, ils vont à la sauterelle. Alors on a vu des petits poussins qui sont juste nés, mais je ne voudrais pas m'avancer, mais j'ai comme l'impression qu'il y a aussi un petit bébé qui se prépare par ici, non? Oui, tout à fait. C'est pour quand? C'est pour dans combien de mois? Encore à peu près 5 mois. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? On s'est rencontrés en fait lors d'un marché. Moi je travaillais en tant que guide, on me proposait des randos. Et elle, à ce moment-là, elle étudiait à Santiago et elle venait aider sa mère en cuisine pendant ce marché. Et vu qu'on commençait, on n'avait personne dans nos stands, donc on file un coup de main en cuisine aux gens. Et en épluchant des patates, c'est comme ça que j'ai rencontré Fabiola. Je dirais pas que c'est extrêmement romantique, mais au final, tu vois, ça fait une belle famille avec bientôt un deuxième bébé, donc c'est chouette. C'est chouette. Pour nous, enfin pour moi en tout cas, ser mapuche et être mapuche, ça a vraiment à voir avec le sol, avec la terre, avec l'élevage, avec la culture, semer, planter. Le mapuche, gente la tierra, les gens de la terre. C'est la traduction de mapuche, ça veut dire ça? Mapu c'est terre et che c'est gente, les gens. Jérôme, t'as fait une petite serre presque. Oui, c'est notre pépinière, Jérôme. Je sais pas si t'as remarqué, mais on est assez fou de forêt. Oui. Je suis assez fou de forêt. Ouais. Ici, on sème des arbres. C'est 10 000 hectares de forêt qui se coupent chaque année au Chili. Et finalement, il y a très peu d'initiatives de reforestation. 50% de la rocaria a été coupée en un peu plus de 50 ans. Donc c'est un arbre qui met énormément de temps en plus à pousser. Donc voilà, c'est pas pour demain, c'est maintenant qu'il faut les planter. Oui, il fait vraiment partie du paysage ici, de l'histoire. Nous, on doit quelque chose à la nature puisqu'on utilise du bois. Et donc voilà, on appuie de cette manière-là. As-tu déjà vu une maison de ce style? Non, c'est une maison? C'est ce qu'on appelle une ruca, c'est les maisons traditionnelles mapuche, ancestrales. Et c'est là où on va manger ce soir. D'accord, quand tu dis maison, c'est-à-dire que c'est là que les Mapuches habitaient il y a 10, 20, 50, 100 ans, je ne sais pas. Oui, mon beau-père, qui a 80 ans, a vécu toute sa jeunesse avec ses parents là-dedans. Bon, j'ai très envie d'aller voir. On va voir. J'ai l'impression qu'il y a un feu à l'intérieur, je me trompe? Pas du tout. Non. Hola, buenas. Ah, tout le monde est là, c'est super. Enchanté, encantado. On se pose ici? Ouais, on s'assoit là, chez toi. Oh, ça c'est la petite puce. Ça c'est ma petite Clarisse. Ça va, Clarisse? Ah oui, là, il y a carrément le... C'est l'asado, ça? C'est l'asado, c'est un michoui à la mapuche. Et aussi à la chili. Et ça se fait sur une tige de fer comme ça? Une tige en fer. Oh ben, quand même. Magnifique. Alors ça c'est quoi? C'est un pain frit? Ouais, ça s'appelle sopaipilla. C'était le pain principal, mais c'était frit dans la graisse animale. Aujourd'hui c'est frit dans l'huile, mais autrefois c'était dans la graisse soit de cheval, soit de vache. C'est bon, hein? Ouais, c'est super bon, c'est très tendre. Alors présente-moi un petit peu les gens là ici, donc ton épouse et la Mon puce. épouse, ma fille, Benita c'est belle maman, Don Alejandro c'est beau papa, Tonio c'est un cousin. Cousin de Fabiola. Côté c'est son frère, donc c'est aussi un cousin. D'accord. Pablo c'est le frère de Fabiola. Alors vous vous réunissez régulièrement ici, dans cet endroit, pour fêter des choses particulières? C'est surtout l'endroit où on fait cuire la viande et du coup on partage des moments autour de la cuisson de la viande. Mais autrefois c'était
C'est l'espace principal de transmission du savoir. Et la tradition orale est importante chez les Mapuches. Ouais. C'est une langue qui est pas, il n'y a pas d'écriture. Donc toute la transmission de la culture, c'est que par l'oral. D'accord. Si les Belges ont Tintin, les Français Astérix et les Argentins Mafalda, le héros de BD des Chiliens s'appelle Condorito. Et Miguel Igor Vasquez est sans conteste l'un de ses plus grands fans. Lui, c'est Condorito. C'est un personnage caractéristique de chez nous. Il est inspiré du Condor. Il est né en 1949, le 6 août. Lui, c'est Pepe Cortison, son éternel rival. Elle, c'est Yaïta, la fiancée de Condorito. Pendant des décennies, les Chiliens ont suivi avec délectation les aventures du petit Condor. Dans les années 80 et au début des années 90, en Amérique du Sud, Condorito vendait plus de magazines que Marvel. Il s'en vendait beaucoup plus que Batman, Superman. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à l'époque? Hulk. Condorito se vendait plus que tout ça réuni. Le rouleau compresseur nord-américain a fini par plumer Condorito. Mais cette saga, qui dure depuis plus de 70 ans, témoigne bien de l'attachement des Chiliens à la figure du Condor des Andes. Le plus grand rapace du monde est même l'un des emblèmes officiels du pays. Pourtant, comme pour Condorito, la situation actuelle du Condor est inquiétante. Au centre de réhabilitation des rapaces, le premier créé dans le pays, Eduardo Pavez récupère depuis plus de 30 ans des animaux accidentés ou victimes de la bêtise humaine. Ce condor a été capturé dans son nid, tout petit, et il a servi d'attraction touristique dans un restaurant pendant des années. Les autorités chiliennes ont fini par le saisir et nous l'ont amené au centre. Le problème, c'est qu'il a été volé tout jeune, et du coup, il a été en contact avec les humains depuis son plus jeune âge. Du coup, il n'est pas libérable. Par exemple, vous voyez, cette interaction qu'il a avec moi n'est pas normale. Ce condor finira sa vie ici. Heureusement, ce n'est pas le destin de tous les pensionnaires du centre. L'objectif, c'est d'en relâcher le plus possible, notamment parmi les jeunes. Je hache la viande parce que c'est pour un poussin de 4 mois, un bébé condor. Dans la nature, quand un bébé s'alimente, ses parents ingèrent la nourriture. Ensuite, ils la régurgitent et le petit mange. Si tout va bien, dans quelques mois, le poussin sera transféré dans cette cage de 25 mètres de long. Nous sommes dans la grande volière où se trouvent les condors que nous allons libérer à la fin de l'année. Il y a ici beaucoup de condors, mais il y en a seulement 3 qu'on va libérer. 2 mâles et une femelle. Lui, on va le libérer. Et le mâle qui est au centre, le jeune. Cette volière est longue, avec des perchoirs aux extrémités pour que les condors puissent voler et faire de l'exercice. Nous, ça nous permet d'évaluer leurs conditions pendant le vol. Perfecto. Parfait. L'homme est la cause principale du déclin de la population des condors. Le charognard est accusé par certains éleveurs de s'attaquer à du bétail vivant. Alors il est chassé, intoxiqué à coups de carcasses empoisonnées. Pourtant, c'est un maillon essentiel de l'écosystème andin. Moi, je crois tout d'abord que d'un point de vue écologique, c'est une espèce super importante. C'est un vautour. Il participe à faire disparaître rapidement les carcasses dans les champs et ainsi à éviter la contamination des sols et des cours d'eau. À 2 heures du centre se trouvent les premiers contreforts des Andes. Parfaitement exposé au vent, le promontoire de Farellones est l'un des sites où Eduardo relâche ses pensionnaires.
Tous sont équipés de puces GPS pour pouvoir étudier leur comportement une fois libérés. Si je vais vers le sud, à 15 km au sud-est d'ici, j'ai la position du condor numéro 196-195, qui est un individu qu'on a libéré il y a 2 ans et demi. Si je continue vers le sud, à environ 25-30 km, il y a un condor qu'on a libéré il y a 3 mois maintenant. Je suis tranquille parce qu'ils sont tous localisés dans des zones où il y a beaucoup d'élevage extensif. Du coup, ils se trouvent sûrement à des endroits où il y a des cadavres d'animaux. Avec son envergure record qui peut dépasser 3 mètres et ses plumes parfaitement imperméables à l'air, le condor est un planeur dont le vol est un spectacle fascinant. Quand on voit un condor qui vole là-haut, un tout petit point dans le ciel et que l'on s'aperçoit qu'il a une marque à l'aile, ça veut dire que c'est un condor qu'on a eu au centre. On l'a eu entre nos mains, on l'a élevé, on l'a libéré. Ce condor, c'est un peu comme une projection de nous-mêmes dans le ciel. Une partie de nous est en train de voler, une partie de notre temps, de notre travail, de notre histoire, de notre vie. C'est vraiment très émouvant. En 30 ans d'activité, Eduardo a recueilli plus de 200 condors. Il a pu en relâcher environ 80. La plupart ont survécu et leur ombre plane aujourd'hui sur la cordillère des Andes. Salut Jérôme. Comment va? Tu vas bien? Ouais, super. Sois le bienvenu. Merci. Le bienvenu au plus grand lac du Chili. C'est le plus grand du Chili? Oui, tout à fait. Le lac Yanquihue fait plus de 800 km² pour 300 mètres de fond à l'endroit le plus profond. C'est un lac d'origine glaciaire. Ah d'accord, c'est pour ça. Il s'est formé à partir de glaciers immenses, après la dernière phase de l'ère glaciaire. Ok, d'accord. Et en face, on aperçoit un volcan là. Oui, c'est le volcan Osorno. Bon, pour fêter ton arrivée, je vais te faire partager ma passion. On va faire du rafting. Allez, on y va. Regarde Jérôme, ici tu peux voir une église. Oh là là. Elle a été construite par les colons allemands vers 1915. En tout cas, c'est très original. Une vraie installation ici, là. Vous êtes bien, hein? Salut Richard. Hola. Je te présente mon ami. Jérôme. Bonjour Richard, un plaisir. Ah bah très bien, français, parfait. Oui, j'imagine, oui. Oui. Ça va? Bah, très très bien. Parfait. J'étais en train de dire que tu étais bien installé ici. Hein? Oui, on est pas mal. Ça fait combien de temps que tu es là, Richard? Je suis arrivé au Chili en 98, ça fait 23 ans. Et que je me suis installé en 2000-2001 à peu près, voilà. Qu'est-ce qui fait que cette région t'a séduit? Les gens, les paysages, les rivières, plein de choses. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on s'est un peu lancé dans l'activité de plein air, du raft, du kayak et tout ça, quoi. Très bien, oui, il y a un vrai terrain de jeu ici. Hein. Donc je vois que tu connais déjà Paz. Oui, on s'est rencontrés, ouais. Elle m'a fait un peu visiter la ville, là, le Puerto Navas. La meilleure guide qu'on peut avoir. Je vais avoir une barreuse de choc, moi. Elle a un gros background en kayak de rivière dans le Chili. Elle a les championnats nationaux de slalom. C'est vrai? Oui, elle a une équipe de raft féminine. C'est un pays très machiste, le Chili, donc le fait qu'elle ait monté une équipe de raft féminine et tout, ça brasse un peu les idées reçues, donc c'est super. Ah bah, super bravo, guide. bravo. Championne et en plus engagée. Exactement, elle assure. Bravo, mademoiselle. Merci. Bravo. C'est super. Doucement.
Qu'est-ce que c'est joli! Voilà, parfait. Muy bien. Jérôme, je te présente Chris et son ami qui vont nous accompagner cet après-midi sur la rivière Petrohue. Muy bien. Enchanté. Ici c'est bien, on peut monter à bord. C'est bon? Si. Toi, t'étais vraiment impatiente à côté. Bah alors? Impatiente de goûter l'eau. En avant! On relâche! Oh là là! Accrochez-vous bien! Wouhou! Ah, génial! Cool! On est dans le cours d'eau du volcan. Ah, superbe! Ça va commencer à valser. Oh là! Oh la douche! En avant! Ah, c'est bon ça! Allez! Wouhou! Relâchez. Ici c'est la gorge du diable. Super. En avant. Oh la vache! J'adore! C'est ça. Voici la gorge. La garganta del diablo! Et on y va. C'est bon ça! Oh la vache! C'est ça. Vous gérez. Bravo à vous tous, c'est formidable. Magnifique. Effectivement, nous avons détecté à l'observatoire volcanologique une certaine activité inhabituelle du volcan Lone Kimai. Nous verrons la semaine prochaine si nous baissons l'alerte ou si nous maintenons ce dispositif de surveillance accrue. Ce matin, le calme qui règne habituellement à l'observatoire vulcanologique de Temuco est quelque peu troublé par les interviews que son directeur accorde à la presse. Il y a quelques jours, notre équipe de vulcanologues a détecté une activité anormale du volcan Lone Kimai, qui était déjà entré en éruption en 1988 et qui avait à l'époque eu un grand impact sur la population. Hier, nous avons relevé l'alerte de niveau vert à jaune, ce qui veut dire que nous déclenchons une surveillance spéciale de ce volcan avec plus d'analyses, plus de discussions sur ce qui se passe. Avec plus de 1000 volcans sur leur territoire, la vie des Chiliens est intimement liée au volcanisme. En 2009, le pays s'est doté de cet observatoire où sont surveillés les 45 volcans les plus actifs du pays. C'est tout simplement l'organisme qui en surveille le plus au monde. Nous avons accès à toutes les données des sismographes qui sont positionnés sur chaque volcan. Ces signaux, nous y avons accès en temps réel. S'il se passe quelque chose, je le vois immédiatement et je peux l'analyser. La clé de voûte de ce dispositif d'observation et d'alerte se trouve sur les pentes des différents volcans du pays. Parmi eux, le Villarrica, l'un des plus beaux du Chili, avec son cône ouvert qui laisse s'échapper en permanence de la fumée. Ce matin, les responsables du réseau de surveillance viennent inspecter une station d'observation sur ces pentes. Ici, on peut reconnaître la forme caractéristique d'une coulée de lave rapide, de la lave très liquide, comme une rivière de lave. C'est cette forme. Les stations d'observation sont soumises à rude épreuve. Neige, pluie, vent. Il faut régulièrement contrôler que les éléments sont tous intacts. Le capteur est là. Oui, parfait. C'est très bien. Sur cette station, nous avons différents types de capteurs. Mais le principal, c'est le capteur sismique qui mesure les mouvements du terrain.
et qui nous permet de savoir ce qui se passe dans le volcan. Ce signal arrive ici, où il est digitalisé et transformé en données, et l'antenne l'envoie en temps réel à l'observatoire. Cette station n'est pas la seule sur les flancs du volcan Villarrica. Ici, on a aux alentours de 10 stations comme celle-ci entourant le volcan. On en a plus bas, plus haut, plus près du cratère, pour ne manquer aucun des signaux émis par le volcan. Un maillage étroit qui est l'une des clés de l'efficacité du réseau de surveillance volcanique chilien. Au moindre événement inquiétant, l'alerte peut être donnée sans perte de temps, et sur le Villarrica, c'est une question de vie ou de mort. Étant donné qu'il est recouvert de glace en son sommet, et que quand le volcan entre en éruption, il va cracher de la matière très chaude, de la lave ou du gaz, cette glace va alors fondre, se déliter de façon violente, et cela va provoquer des torrents volcaniques qui vont couler sur des dizaines et des dizaines de kilomètres jusqu'à atterrir dans le lac. Dans le village de Coñaripe, on sait ce que cela veut dire de vivre au pied du volcan Villarrica. Lors de l'éruption de 1974, 22 habitants du village ont péri. Récemment, l'Observatoire a décidé d'associer les habitants à son programme de surveillance en formant des observateurs qui envoient ce qu'ils remarquent sur une application dédiée. Nous, ici, on peut rapporter ce qui se passe à l'aide de vidéos, de photos ou de textes. Les observateurs sont invités à signaler tout changement, par exemple dans la couleur de la fumée, mais aussi d'autres détails a priori plus anodins. Quand les oiseaux sont paniqués, on le rapporte aussi. Parce que quand des gaz volcaniques sont rejetés ou qu'il se passe des choses étranges dans la Terre, les oiseaux traduisent cela dans leur comportement et dans leurs mouvements. Ces observations s'appuient sur l'expérience. En 2016, une éruption brutale s'est produite au Chili sans qu'aucun sismographe ne l'ait anticipé. Mais par la suite, plusieurs habitants ont raconté aux vulcanologues que leurs vaches ne voulaient pas sortir de leur étable ce matin-là. On apprend à vivre avec ça. On apprend à respecter le Rucapilan. C'est comme ça qu'on appelle le volcan dans notre dialecte. La nature nous montre et nous donne des indices. Quand on apprend à se connecter avec la terre, les oiseaux, les animaux, on se sent plus en sécurité sur le territoire où l'on se trouve. Je ne m'en irai pour rien au monde. C'est un paradis. On a besoin de rien de plus dans la vie lorsqu'on a ça. Et si à la fin on doit partir à cause d'une éruption volcanique, alors on partira. Dans cette région où beaucoup d'habitants sont d'origine mapuche, écouter la Terre, cela va de soi. L'Observatoire volcanologique national l'a bien compris et a choisi dans sa stratégie de prévention de prendre en compte ces signaux, en plus des données scientifiques, pour mettre toutes les chances de son côté. Clairvy, Ah Jérôme, comment tu vas? bien et toi? Enchanté. Ravi de te rencontrer. Bienvenue sur l'archipel de Chiloé. Ouais, content de terminer mon voyage ici. Je crois que c'est un lieu un peu spécial, cette île, enfin ces îles en tout cas. C'est ça. Ouais. On est à Castro en ce moment, donc c'est la capitale de l'île. De l'île principale. Exactement. Et donc on se retrouve ici face à... Alors tu me dis face à l'église, oui je comprends à pourquoi l'église maintenant. San Francisco, qui est l'architecture et le bâtiment emblématique de la ville de Castro, et qui a été construite un an après la fondation de la ville, et dans un but d'évangéliser la population qui avait ici à la base, donc les autochtones Huilliche et Chonos. D'accord, donc ça c'est les conquistadors espagnols, c'est quoi, 16e siècle? 16e siècle, Ils du sont arrivés 16e là, siècle, quoi. ils sont arrivés D'accord. ici depuis le Pérou, et ils sont venus s'installer ici à Castro. Très très original je trouve.
ne serait-ce qu'avec ces parements de bois en chevron, là, hein. C'est étonnant. Et la couleur, elle est vive, donc ça apporte beaucoup de gaieté. C'est un petit rayon de soleil dans la ville. Tout à fait. Et elle est construite complètement en bois, à l'image de l'architecture chilotée. C'est une très belle église, Ouais. très très belle. Puis en plus, on a un chanteur de charme derrière, là. C'est magnifique. On est dans le folklore chiloté. Il y a vraiment tous les styles, hein, quand même. Hein. Il y a presque un petit côté nord-américain. C'est vrai, ça me fait Non, penser je sais pas si on... à des films western. Oui, un petit peu, oui. Parce que tu es originaire d'où, toi? Je suis bretonne. Oui, donc la mer, tu connais. Je connais, Ouais. mais bon. Et le climat est plutôt comme en Bretagne ou plus chaud ici? Peut-être un peu plus frais, mais, peu plus frais, mais même, carrément. ça peut se ressembler quand même. Oh, qu'est-ce que c'est joli, ça. Bienvenue au Palafitos de Castro. Ah, tu ne m'as pas emmené ici par hasard, alors. Non, bah, ici c'est la carte postale de Castro. Donc c'est maison sur pilotis, c'est maison de pêcheurs. Alors, on retrouve justement ces constructions en bois, on retrouve les couleurs. Je pense qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de pêcheurs maintenant qui vivent ici. Non, bah, peut-être qu'il en reste quelques-uns, mais la majorité, je pense, sont utilisés à des fins touristiques, restaurants, guest house, hôtels. D'accord. D'ailleurs, on en voit un pêcheur, Ouais. là. C'est un pêcheur qui rentre de pêche. C'est bien, il en reste. Il en reste. Et là, on peut observer aussi les cisnes à cuello negro, donc les cygnes à cou noir. C'est un des oiseaux emblématiques de l'île. Tiens, je vais te montrer l'humedal de Putemun. On va essayer de voir des flamants roses. Ah! Ça te rappelle un petit peu quelques paysages bretons, presque. J'aime bien venir ici pour venir observer les oiseaux. Ouais, je vois ça, il y en a pas mal. Là, on a des goélands. J'avais jamais vu de goéland aussi foncé, c'est gris plutôt, non? C'est Bah, goéland chilien? Quand j'étais plus jeune, j'étais bénévole à la Ligue des protections des oiseaux, À la LPO? à la LPO de l'île Grande, en Bretagne. Hmm. Et là, j'ai appris pas mal de choses sur reconnaître les espèces, observer. Donc c'est aussi, peut-être consciemment ou inconsciemment, aussi pour ça que tu te retrouves à Chiloé aujourd'hui, à vivre ici, parce que voilà, tu retrouves des choses que tu aimes et tu viens de connecter de temps en temps à ces choses-là. Ouais, c'est possible. Je me suis posé la question d'ailleurs, comment ça se fait que je me suis retrouvée là quand certains me disent que Chiloé, c'est la Bretagne du Chili. Ah oui? Peut-être aussi le fait que je me suis retrouvée ici après un périple en Amérique du Sud où j'ai vécu dans le tumulte de la ville de Lima, et ensuite dans les altitudes à Cusco, puis dans la selva en Bolivie. Et peut-être juste me retrouver ici après un an de voyage, ça m'a fait peut-être rien que l'ambiance me faire sentir comme chez moi. Et c'est peut-être pour ça aussi que je me suis sentie aussi bien. C'est vrai que... Bah écoute, oui, je pense que quelquefois les actes sont inconscients. C'est ça. Et les choix aussi. Bah, écoute, on va pouvoir se diriger maintenant donc sur l'île de Kinchao, direction le ferry, pour passer donc, de la grande île à la petite île. Ce qu'on distingue, c'est quoi, la cordillère des Andes qu'on voit? C'est vrai? C'est la cordillère, ouais. Ah ouais, on est vraiment tout près. Hein. Bah, du coup là je vais t'amener donc, dans le hameau où je vis. Ouais. Et donc on va retrouver les personnes avec qui je travaille. Et aujourd'hui c'est jour de culanto. Le culanto, c'est quoi? Je connais pas ça. Le culanto c'est un plat typique d'ici, traditionnel. Ok. Et qui est cuisiné donc, dans la terre. Ah, on cuit sous terre. C'est ça. Oh. Culanto al hoyo. Donc al hoyo ça veut dire dans un trou. Très bien.
Attention, terrain miné. Ouais, il y a d'autres animaux qui vivent ici. Alors qui sont les personnes qui travaillent avec toi là-bas? Alors on a Ramon et Felipe, qui sont les apiculteurs. Donc on va pas trop s'approcher non plus pour éviter de se faire attaquer. Parce qu'on n'est pas sous protection. Non. Ramon, man. Et donc du coup, en fonction de la végétation, vous arrivez à faire différents miels? Ouais, c'est ça. En fait, surtout en fonction de la période. Donc, par exemple, en ce moment, ils sont sur le miel de Ulmo, qui est une fleur typique d'ici, qu'on ne peut pas trouver dans d'autres pays que le Chili. Hola. Hola. Chicos. Bueno. Buenas, Jérôme. Bonjour. Hola. Gusto. Hola, chicos. Comment estás? Ça va, ça bosse. Vous êtes en train de récolter en ce moment? Oui, on vérifie les ruches, parce que c'est la dernière récolte de la saison. Et c'est un miel issu d'un arbre à fleurs endémique, l'Ulmo. Tiens, tu peux goûter. Gratte ici. Ah oui, un goût que je ne connais pas. Tu sais, ici, il n'y a pas de pesticides, contrairement à la zone centrale du Chili où l'on trouve beaucoup de monocultures, comme les cultures d'amandiers par exemple. Tu vois, ici, les forêts sont pures, elles sont vierges, sans pesticides. C'est ce qui donne de la valeur à notre miel. Il est pur. En plus, le miel d'Ulmo, c'est le plus prisé du Chili. D'accord. Merci beaucoup, bon courage alors. Adios. Ciao. Hasta pronto. Sur le rivage de Quinchao, la petite église d'Uyar Bajo a été construite en 1818. Plus de 200 ans à résister aux coups de vent et au rude climat de Chiloé. Cela valait bien un sérieux ravalement. Ce samedi, ils sont une quarantaine à bichonner la bicentenaire. Nettoyage, peinture, désherbage, chacun est à son poste. Seul José navigue entre les ateliers pour distiller ses conseils. Clou là ici. La tuile doit toujours être au-dessus du treillis. Mon rôle ici, c'est de répartir les équipes, de les placer à leur atelier et ensuite, bien évidemment, de surveiller leur travail ou de voir si elles ont besoin de quelque chose. Un jour par mois, sur son temps libre, il se consacre à la restauration du patrimoine de l'archipel en apprenant à d'autres les rudiments du travail du bois. La majorité des gens ici ne connaissaient rien à ce travail. C'est pour ça qu'avant, nous les avons formés. On leur a appris à se servir des outils, à éviter de se blesser avec le ciseau à bois par exemple. Et après tout ça, on les emmène sur le terrain et on commence à travailler. Ici, tout le monde est bénévole et perpétue une tradition propre à l'archipel de Chiloé, la minga, autrement dit la solidarité, l'entraide sur un projet commun. Je participe à ce chantier parce que j'aime le travail du bois. C'est pour ça que je me suis inscrit et que je dédie mon temps libre à ça. Je crois que sans ce travail collectif, il y a beaucoup de choses ici qui n'auraient pas pu être construites autrefois. Il faut imaginer les premières communautés qui s'installent ici, séparées de la capitale par 1200 km et du reste du pays par la mer. Elles ne pouvaient compter que sur elles-mêmes. Il y avait beaucoup de pauvreté. Comment tu peux combattre ça? En s'aidant les uns les autres. Le climat est difficile. La seule solution pour s'en sortir, c'était l'entraide. Tu m'aides et je t'aide. C'est comme ça que la minga est née. Cette minga a non seulement permis aux Chilotais de survivre, mais elle a aussi donné corps à des édifices uniques au monde. Un mélange d'architecture autochtone en bois et de savoir-faire charpentier acquis sur le tard. Ça, c'est vraiment typique. Cette niche avec sa décoration au-dessus. Ça, c'est typique. L'autre chose caractéristique de Chiloé, c'est ce plafond en voûte.
Ils l'ont appris des navigateurs, des charpentiers de marine. C'est comme une embarcation à l'envers. C'est la mémoire de Chiloé. Ici, on a des ancêtres qui ont été capables de construire ce bâtiment. Depuis l'an 2000, 16 églises de Chiloé sont d'ailleurs classées au patrimoine mondial par l'UNESCO, car elles témoignent d'un savoir-faire unique au monde. Cette solidarité se vit au quotidien pour les habitants de l'archipel, y compris lorsqu'on est étranger. Au cœur de Chiloé, la petite île de Lemoy. C'est ici que Lucie Deltour s'est installée il y a 7 ans, bien loin de sa Bruxelles natale. Sans même s'en rendre compte, Lucie s'est fondue dans la minga. Quand on a des surplus, le potager, on ne vend pas, on ne fait pas de vente. On fait du troc, on fait des dons, on offre, on donne à la communauté ici, à des TIF ou à des amis d'amis sur Chiloé. Il faut dire qu'à ses débuts sur l'île, Lucie et sa famille ont pu mesurer la générosité des habitants. En 2017, 2 ans après leur arrivée, leur maison a complètement brûlé. L'incendie a eu lieu le matin à 4 h du matin. Dès 7 h du matin, les voisins sont arrivés avec des donations de vêtements, des donations de draps, de jouets pour les enfants. Et on a eu de la visite pendant une dizaine de jours pour ce soutien émotionnel. En fait, ici, la tradition, c'est vraiment de ne pas laisser seules les personnes qui ont ce genre d'accident. L'appui ne s'est pas limité à un soutien psychologique. La communauté a collecté de l'argent pour financer la construction d'une nouvelle maison et la petite famille est restée. 2 fois par mois, Lucie et son compagnon apportent des légumes du potager à leur voisine Laura. Hola Lola! Je t'ai ramené des légumes. La vieille dame vit dans une ferme isolée au bord de l'eau. Ces échanges, c'est aussi une façon de revenir à une sociabilité d'antan. Voilà des tomates, celles qui t'ont plu. Ces tomates, on n'en a pas. Je garde les graines du coup. Et j'ai plein de blettes. Et un chou aussi. Si Laura n'a pas de potager, elle dispose en revanche d'un joli verger où Lucie et son compagnon remplissent allègrement leur panier. Les habitants sont tellement accueillants. C'est vrai qu'il y a des endroits dans le monde où je pensais que je serais toujours l'étrangère. Et ici, bien sûr que je resterai une étrangère, une Belge. Mais il y a une intégration, une acceptation qui est super chouette. Sous l'impulsion de nouveaux habitants, la tradition se perpétue à Chiloé. La minga, c'est bien la preuve que l'union fait la force. Ah oui, c'est plein de picots. Hein. Hop là. Merci, je pense qu'on est bien là. On a ce qu'il faut? On est bon. Très bien. Oui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu dis? C'est parti. Ouais, je parle plus fort parce que je suis un peu dur de la feuille. Et voilà. On met ça là? Oui. Hop. Ok. Attention chien. Oui, voilà. Hola. Bonjour, ça va? On vient aider un petit peu. C'est le petit coup de luge. Oh là 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 là. Ah, les quantités là, c'est impressionnant. Donc c'est un millefeuille d'ingrédients. Oh là là. Oh là là. Bonjour. Lali, donc la maman de Felipe et Les apiculteurs. Marlene. Et donc Poncha et la Sandra. Très bien. Donc vous êtes en train de farcir, c'est quoi? C'est de la pomme de terre? Oui, c'est à base de patates. On les écrase et on en fait une pâte. Puis on les fourre avec du chicharron. C'est quoi ça? On dirait des rillettes, non? Ouais, c'est un peu du chicharron de porc. C'est de la chair de porc.
Ça, c'est typique de Chiloé ou c'est chilien? C'est typique de Chiloé. Chiloé, d'accord, ok. J'ai jamais vu un truc pareil. Écoute, je trouve ça juste super. Et donc, il y a combien de temps de cuisson? 1h30 du coup. Ah ouais. Donc ouais, un peu de patience et après on va pouvoir se régaler. Avec modération quand même. C'est bon ou pas? Ouais. Comment c'est? Très bon. José, si tu me fais manger tout avant le repas, je vais plus avoir faim après, merci. Ah, c'est très très bon ça. C'est délicieux, hein. Bravo. Bravo à tout le monde, hein. Là, je vois qu'ici, les familles vivent en communauté, on pourrait presque dire, hein. Sont très liées, sont très proches. C'est un plat parfait pour ça. Est-ce que c'est aussi un mode de vie sur les îles Chiloé? Nous sommes une famille très unie ici. Généralement, en fin de semaine, on se retrouve nombreux. On fait toujours quelque chose, un bon repas. On passe du bon temps tous ensemble. On accueille aussi les invités de manière spéciale. Ça vient du fait que depuis toujours, on s'entraide, que ce soit en famille ou entre amis. Sur l'île, chaque famille s'invite à tour de rôle. C'est vrai que moi j'ai ressenti ce sens du partage que les Chiliens ont. Alors est-ce que c'est parce que c'est le mode de vie que vous adoptez? Vous vivez ici un peu en communauté, les Mapuches aussi vivent en communauté. Ce sens d'être ensemble et invite au partage évidemment. Donc ça m'a beaucoup touché en fait. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé mon voyage. Donc je vous remercie de m'avoir permis de partager ça avec vous, m'avoir intégré en cette journée à la famille d'une quelque sorte. Donc merci à toi surtout. Hein. Bah, merci à vous. Ouais. Et c'était vraiment chouette en tout cas. On vous applaudisse, bravo, merci beaucoup. C'est super ce que l'on a fait là. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir cette émission en replay ou bien suivre les coulisses de nos tournages sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Nous, on a un petit peu de boulot là. On va devoir, je pense, se festoyer un petit peu plus longtemps que prévu. Et comme on dit ici, hasta pronto, à bientôt. Adios. Prenez soin de vous.